Sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un aspect sur les phénomènes électriques en rapport avec l'influx nerveux. Aujourd'hui, nous allons voir la genèse d'un potentiel d'action. La genèse d'un PA. Ou tout simplement, on va dire la naissance d'un potentiel d'action. La naissance d'un PA. Comme vous le savez, le potentiel d'action, en réalité, avant qu'il ne se propage, il doit naître quelque part. Et aujourd'hui, nous allons voir l'endroit où il est né et comment il va naître avant de pouvoir se propager le long des fibres nerveuses à travers tout l'organisme pour effectuer et faciliter la communication entre l'organe, entre des organes appartenant en réalité à un même appareil, entre des organes réalisant la même fonction. Alors, pour cela, nous allons d'abord reprendre un schéma que vous avez l'habitude de voir. Il s'agit en réalité de la coupe transversale en réalité de la moelle épinière. Donc, cette coupe transversale de la moelle épinière, comme vous l'avez vu dans le cours numéro 2, concernant en réalité l'organisation de la moelle épinière, cette moelle épinière-là, elle est constituée principalement, en réalisant la coupe transversale, vous allez voir principalement qu'elle est organisée en substances. Il y a une dualité structurale en réalité. Donc, cette dualité structurale-là, la façon dont elle est disposée est différente si vous êtes dans l'encéphale que si vous êtes en réalité dans la moelle épinière. Donc, il s'agit de la substance grise et de la substance blanche. Chez la moelle épinière, la substance grise, elle est comment? Elle est centrale en réalité. La substance blanche, elle est comment? Elle est périphérique, on va dire. Donc, à partir également de cette moelle épinière partent ce qu'on appelle des racines, une paire de racines. Vous avez en réalité une paire de racines qui va former un nerf. On va dire à partir de chaque, en réalité, de chaque moelle épinière du centre nerveux partent ce qu'on appelle les nerfs rachidiens. Vous avez ici un nerf, vous avez ici un nerf. L'ensemble forme une paire de nerfs rachidiens. Cette paire de nerfs rachidiens est formée quant à elle d'une racine. Vous avez ici une racine ventrale, ici vous avez une racine dorsale. Alors, la différence qui existe entre la racine dorsale et la racine ventrale est la présence de cet élément-là qu'on va appeler ganglion spinal, qui n'est présent qu'au niveau de la racine dorsale. Ça, vous le savez. Alors, la dualité structurale est là, substance grise, substance blanche. Donc, il faudra que vous compreniez quelque chose de très important. Là, je vais dessiner un organe qui est recouvert par une peau. Toujours pour vous dire où est né le message nerveux. Où naît-il? Là, vous avez la peau qui recouvre un muscle. C'est bon? La peau qui recouvre un muscle. Donc, très généralement, les messages nerveux naissent au niveau, en réalité, soit au niveau des récepteurs sensoriels. L'exemple ici que j'ai pris est l'exemple de la peau. Vous avez ici une fibre nerveuse sensitive en forme de T qui doit aller emmener une information au niveau d'un centre nerveux qui est la moelle épinière. Donc là, vous avez le neurone en T qui va aller loger d'abord son corps cellulaire dans le ganglion spinal pour venir faire ce qu'on appelle une synapse ici. Alors, entre parenthèses, si vous n'avez pas encore vu le cours sur la transmission synaptique, je vous informe que c'est déjà déroulé et c'est dans ce canal-là. Il suffit juste d'écrire Moussa Diallo, transmission synaptique. Vous voyez. Alors, après la transmission synaptique, qu'est-ce qui va se passer? Un autre neurone va prendre l'information et l'amener au niveau de l'organe effecteur ici. Là, j'ai simplifié. Hein? Donc, regardez bien. Je vais vous montrer les endroits, les deux endroits où naissent le message nerveux avant de vous montrer comment ce message nerveux-là naît. Très généralement, le message nerveux naît en deux endroits. Premièrement, c'est au niveau du récepteur sensoriel. Il naît au niveau du récepteur sensoriel. Ici, j'ai pris l'exemple de la peau. Ça pouvait être la rétine pour la vue, ça pouvait être les papilles gustatives, ça pouvait être l'oreille interne pour le bruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici le premier endroit où naît généralement l'information nerveuse. Mais là,
c'est le lieu de naissance du message nerveux sensitif. Le message nerveux moteur, lui, en général, il naît au niveau des synapses. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré lors de la vidéo précédente comment l'information nerveuse naît au niveau de cette synapse-là. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement voir comment le message nerveux naît au niveau d'un récepteur. Et pour cela, nous allons faire un autre schéma qui est là. Vous voyez? Il s'agit du schéma qui va mettre en évidence la naissance d'un message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel. Donc, nous allons prendre ici l'exemple en réalité d'une fibre nerveuse sensitive. Là, vous avez une fibre nerveuse sensitive et là, vous avez la peau qui est là, qui est constituée de l'épiderme, du derme, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous avez en réalité la peau. Donc, on va dire récepteur sensoriel. Exemple, peau. Terminaison nerveuse de la peau, comme vous avez l'habitude de le dire. Cette fibre nerveuse-là, on va dire ici fibre nerveuse. On va introduire un oscilloscope, une microélectrode qui va être reliée à un oscilloscope, par exemple, O3, ici. Ensuite, ici, on va introduire un oscilloscope, O2, par exemple. Et enfin, ici, on va introduire un oscilloscope O1. Donc, l'endroit où j'ai mis ces oscilloscopes n'est pas gratuit. Vous voyez? Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, observez bien ce qui va se passer. Nous sommes au niveau en réalité ici. Nous sommes ici, c'est pas fortuit. L'endroit où j'ai placé ces oscilloscopes-là n'est pas hasardeuse. Donc ici, nous avons le site. On va appeler ici le site transducteur. Site transducteur. Ici, nous allons appeler ça site générateur. Ok. La distance qui sépare le site générateur du site transducteur est d'environ 1 mm. Donc vous voyez que c'est très proche, 1 mm. Et là, vous avez ce qu'on appelle le reste de la fibre nerveuse. Le reste de la fibre nerveuse. Fibre nerveuse sensitive. Donc qui doit aller au centre. C'est elle qui est là. Ce que je vous avais montré ici, en rouge. Donc fibre nerveuse sensitive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faudra que vous compreniez que le site transducteur représente l'endroit en réalité où l'énergie chimique ou bien l'énergie électrique ou bien l'énergie mécanique qui provient de la stimulation ici, si vous avez réalisé une stimulation au niveau de cette peau-là, donc l'énergie qui est avec la stimulation là va être en réalité transformée en énergie bioélectrique qui doit circuler le long de la fibre nerveuse si certaines conditions sont réunies. Exemple, je prends ici une aiguille. Quand je stimule la peau avec cette aiguille-là, il y a une énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique est provoquée par la stimulation, le pincement, on va dire. Donc, cette énergie-là doit être transformée en énergie bioélectrique qui doit en réalité se propager le long de la fibre et aller au niveau en réalité du centre nerveux pour que l'individu sache que, attention, on m'a pincé ou bien on m'a stimulé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tant que l'information nerveuse n'est pas arrivée au niveau du centre, l'individu ne va pas pouvoir être capable de faire ce qu'on appelle une perception de l'information nerveuse. Donc, pour que ça arrive ici, comme je l'ai dit, l'énergie provenant de la stimulation va être en réalité transformée en énergie bioélectrique. Et là, ça allie au niveau du site transducteur. C'est ici qu'a lié la transduction. C'est pourquoi on parle de transduction. Ensuite, il faudra que vous compreniez qu'ici, là, ce ne sont pas des potentiels d'action qui sont nés au niveau du site transducteur. C'est très important. Mais c'est plutôt des potentiels de récepteurs. Potentiels de récepteurs. À ne pas confondre avec les potentiels de repos. Donc, potentiels de récepteurs. Ensuite, lorsque ces potentiels de récepteurs se propagent jusqu'au niveau du site générateur, si certaines conditions sont réunies, c'est à ce niveau-là que naît en réalité des potentiels d'action. Donc les potentiels d'action, une fois qu'ils sont nés ici,
des potentiels d'action qui sont d'emblée en réalité d'une amplitude constante vont être capables de se propager le long de la fibre nerveuse pour aller en réalité transmettre l'information au niveau du centre nerveux ici. Alors, comment ça va se passer? Donc, on va prendre cette excitation-là. En réalité, on va stimuler la peau-là avec des intensités I1 qui va être inférieure à I2, qui va être inférieure à I3, qui va être inférieur à I4, qui va être aussi inférieur à I5. On peut s'arrêter là si on veut. Vous voyez, I5. Alors, en stimulant avec une intensité I1, si l'intensité I1 en réalité est une faible intensité, une intensité infraluminaire, on va dire, qu'est-ce qui va se passer? On va noter au niveau de l'oscilloscope O1, on va enregistrer au niveau de l'oscilloscope O1 qui est placé au niveau du site transducteur, un élément qu'on va appeler comment? En réalité, on va appeler ça une dépolarisation locale. Vous voyez, une dépolarisation locale d'une amplitude proportionnelle avec l'intensité I1. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Cette amplitude-là, ce potentiel de récepteur-là, il va se propager ici. Il va se propager faiblement, mais il ne peut pas dépasser le site-là, le site générateur. C'est pourquoi, en se propageant, il va arriver au niveau du site générateur ici, je mets des valeurs caractéristiques, moins 70 mV, vous avez ici moins 50 mV, vous avez ici 0 mV, et vous avez ici quoi? Plus 30 mV. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que ces valeurs-là sont d'une importance capitale. Chaque élève de terminale S doit savoir la signification de ces valeurs. Pour résumer, moins 70 mV représente la valeur du potentiel de repos. Moins 50 mV représente le seuil de dépolarisation. 0 mV, c'est pour séparer les valeurs négatives des valeurs positives. Et plus 30 mV, c'est à ce niveau-là, c'est cette amplitude-là, c'est à ce DDP-là que la plupart des potentiels d'action s'arrêtent. C'est bon? Car le potentiel d'action a une amplitude de 100 mV environ, quoi, environ. Ça peut dépasser, ça peut aller jusqu'à 110, mais en général, c'est 100 mV. Comment on a ces 100 mV? C'est en faisant plus 30, moins 70, on aura plus 30, plus 70, ça va donner 100. Donc, l'amplitude des potentiels d'action est généralement de 100 mV. Alors, observez bien cette dépolarisation locale-là, qui est issue de la stimulation avec une intensité I1. Quand elle se propage, arrivé à ce niveau-là, regardez ce qui va se passer. Il va être capable de se propager comme ça. Vous voyez, elle va avoir une amplitude comme ça, le potentiel de récepteur. Alors, si je vous demande de comparer l'amplitude de ce potentiel de récepteur et l'amplitude de ce potentiel de récepteur, ou encore je vais simplifier, si je vous demandais de comparer l'amplitude de cette dépolarisation locale avec celle-là, vous allez comprendre que l'amplitude de cette potentiel de cette dépolarisation locale est plus importante que celle-là. Vous avez compris? Alors, maintenant, on va faire quoi? On va encore suivre la propagation et l'enregistrer au niveau en réalité au niveau du reste de la fibre nerveuse, plus précisément au niveau de I3. Ici, arrivé à ce niveau-là, ce potentiel de récepteur-là va se propager ici, juste à moins 70 mV, qui correspond à quoi? Au potentiel de repos. Donc, il n'a pas été capable de générer ici un potentiel d'action. Alors, cette fois-ci, on va utiliser une stimulation avec I2 supérieure à I1. Donc, on va augmenter l'amplitude de la stimulation. Si on stimule ici, avec I2 supérieur à I1, on va enregistrer une dépolarisation locale d'une amplitude supérieure à celle qu'on avait obtenue lorsqu'on avait utilisé I1. Ensuite, celle-ci va se propager le long de la fibre nerveuse, plus précisément jusqu'au niveau du site générateur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il n'atteint pas le seuil de dépolarisation. Donc, quand il n'atteindra pas le seuil de dépolarisation, il va juste enregistrer une dépolarisation locale. Celle-là également, on a dit qu'elle est incapable de se propager le long de la fibre nerveuse. C'est pourquoi, arrivé en O3, on va juste enregistrer quoi? Un potentiel de repos aussi. Un potentiel de repos. Maintenant, on va utiliser I3, intensité liminaire. En utilisant I3, qui est une intensité liminaire, et en stimulant ici la peau là, qu'est-ce qui va se passer?
on va noter en réalité à ce niveau-là une dépolarisation locale d'amplitude supérieure à celle des précédentes. Cette amplitude-là, supérieure à celle des précédentes-là, va se propager également comme les précédentes. Maintenant, arrivé au niveau de O2, placé au niveau du site générateur, puisqu'il est suffisante, il va atteindre le seuil de dépolarisation. Et dès qu'il atteint le seuil de dépolarisation, il va être capable de provoquer la naissance d'un potentiel d'action. Vous voyez, ce potentiel d'action-là, lui, contrairement aux dépolarisations locales qu'on avait obtenues, qui n'avaient pas atteint le seuil de stimulation de dépolarisation, lui, il va être capable de se propager le long de la fibre nerveuse sous forme, car c'est un potentiel d'action en réalité qui est d'emblée maximal. Voilà pourquoi, arrivé à O3, on va encore enregistrer un potentiel d'action d'une amplitude, un potentiel d'action d'une amplitude égale à la précédente. Plus 30 mV ici également. Plus 30 mV, moins 70 mV, plus 30 mV. Alors, en utilisant I4 supérieur à I3, qu'est-ce qui va se passer? Toujours au niveau du site transducteur, on va encore enregistrer un potentiel de récepteur d'une amplitude supérieure aux précédentes qui va se propager jusqu'au niveau du site générateur. Puisqu'il atteint le seuil de dépolarisation, il sera à l'origine de la naissance d'un potentiel d'action d'une amplitude égale à la précédente. Comme les potentiels d'action sont propageables, ce potentiel d'action-là, comme le précédent également, va se propager jusqu'au niveau, en réalité, du site, jusqu'au niveau de O3 pour provoquer la naissance d'un potentiel d'action. Il en sera de même pour I5. Quand on utilise I5 également, on va toujours enregistrer au niveau du site transducteur une dépolarisation locale d'amplitude supérieure aux précédentes qui va se propager juste jusqu'au niveau du site générateur. Arrivé là-bas, comme les précédentes, on va enregistrer un potentiel d'action d'amplitude égale aux précédentes, puisque les potentiels d'action, eux, contrairement au potentiel de récepteur, se propagent le long de la fibre. Arrivé en O3, on va encore enregistrer un potentiel d'action, cher élève. Il en sera de même lorsqu'on utilisera I6, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau-là, il y a en réalité des comparaisons importantes qu'il y a lieu de faire entre le potentiel de récepteur et le potentiel d'action. Donc ici, vous constatez que le potentiel de récepteur, il est comment? Déjà, il est graduable. Le potentiel de récepteur est graduable. Cela veut dire quoi? L'amplitude de la dépolarisation locale augmente en réalité avec l'intensité de la stimulation. Donc, on va dire qu'il est graduable. Deuxièmement, il n'est pas propageable, cher élève, car, observez bien, il n'a pas été capable de se propager jusqu'au niveau de O3. Mais il n'a été capable de se propager qu'au niveau du site générateur. Et en se propageant, on dit quoi? Il perd en amplitude. Il perd son amplitude. On dit qu'il est décrémentiel. Voilà pourquoi ce que vous avez enregistré à ce niveau-là était supérieur à ce que vous avez enregistré à ce niveau-là. Ce que vous avez enregistré ici pour I2 est supérieur à ce que vous avez enregistré ici pour I2. Pourquoi? Parce que contrairement au potentiel d'action qui va garder son amplitude le long de la fibre nerveuse, le potentiel de récepteur, lui, en se propageant entre le site transducteur et le site générateur, il perd en amplitude. C'est pourquoi on dit qu'il est décrémentiel. Je répète, il est gradiable parce que son amplitude dépend de l'intensité de la stimulation. Son amplitude, on va dire, est proportionnelle avec l'intensité de la stimulation. Il n'est pas propageable car il ne peut pas dépasser le site générateur. Or, j'ai commencé en vous disant que ces deux sites sont séparés de environ 1 mm seulement. Donc, c'est trop proche. Vous voyez, il n'est pas propageable, mais également, en se propageant, qu'est-ce qui va se passer? Il perd son amplitude. On dit qu'il est décrémentiel. Vous voyez, au contraire, le potentiel d'action, lui, il n'est pas graduable car il obéit à la loi du tout ou rien. Il obéit à la loi du tout ou rien. Soit l'intensité de la stimulation est infraliminaire, dans ce cas je vais enregistrer des potentiels de repos, soit l'intensité de la stimulation atteint l'aréobase
je vais enregistrer un potentiel d'action d'amplitude d'emblée maximale. Cela signifie que l'amplitude du potentiel d'action que j'enregistre n'augmente pas, même s'ils augmentent l'intensité de la stimulation. C'est ce que vous avez ici. Vous savez que I5 est supérieur à I4, qui est supérieur à I3. Et pourtant, l'amplitude des potentiels d'action générés à la suite de la stimulation avec I5, I4 et I3 sont tous de la même amplitude. Donc on va dire quoi? Le potentiel d'action, lui, en réalité, il obéit à la loi du tout ou rien. Il n'est pas graduable, il obéit à la loi du tout ou rien. Mais également, le potentiel d'action est propageable. Vous voyez, c'est lui qui s'est propagé de ici. Quand il est né ici, il s'est propagé le long de la fibre nerveuse. Il s'est propagé le long de la fibre nerveuse jusqu'à arriver au niveau du centre nerveux. Donc, lui, il est propageable. Au contraire, le potentiel récepteur, lui, il n'a été capable que de se propager entre le site générateur et le site, en réalité, le site transducteur. Lui, il n'est pas propageable. Vous voyez, c'est l'une des différences fondamentales qui existent entre eux. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le potentiel d'action, comme on l'a dit, en réalité, il ne perd pas son amplitude. Il garde son amplitude le long de la fibre nerveuse. Qu'est-ce qui va changer avec le potentiel d'action? C'est en réalité la fréquence des potentiels d'action. En effet, quand j'augmente l'intensité de la stimulation, c'est la fréquence des potentiels d'action qui, en réalité, est transmise qui parcourt le long de la fibre nerveuse qui va augmenter. C'est pourquoi on parle d'ailleurs que le message nerveux est modulé c'est la modulation en fréquence en réalité, ou quelque chose comme ça. C'est des termes qu'on utilise souvent pour montrer que ce n'est pas l'amplitude du potentiel d'action qui augmente, mais c'est plutôt la fréquence des potentiels d'action. Donc, c'est la modulation en fréquence du message nerveux. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est bon. Donc, chers élèves, voici en réalité, en quelque sorte, comment un message nerveux naît au niveau d'un récepteur sensoriel et comment il est transmis le long d'abord, ça c'est la dendrite, ensuite du corps cellulaire et enfin de l'axone, avant d'être transmis par un autre neuromoteur qui va amener l'information jusqu'au niveau de l'organe effecteur. Chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous invite à liker et à partager la vidéo. Merci et à très bientôt.